Bonjour à tous, bienvenue sur Temps Long, l'émission politique de Bismart, For Change et Décideur Magazine. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Raphaël Enthoven, philosophe et conseiller éditorial de Franc-Tireur. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Vous êtes un philosophe qui avait une petite particularité, vous êtes un philosophe engagé, un philosophe politique. Et avec vous, on va parler de la rationalité en politique. Alors, petit message d'abord à ceux qui nous regardent. J'imagine que depuis plusieurs mois, vous posez la même question. Pourquoi ? Pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale alors qu'il était en position de faiblesse? Pourquoi le Parti socialiste continue à s'allier avec LFI alors que le but premier de LFI, c'est de démolir le socialisme? Pourquoi la droite a voté par exemple contre la réforme des retraites alors que c'était dans son programme présidentiel en 2022? Il y a plein de questions comme ça qui, en filigrane, posent la question de la rationalité des dirigeants politiques. Est-ce que les dirigeants politiques aujourd'hui sont rationnels ou est-ce qu'ils ont perdu la tête? Et si oui, pourquoi? Alors Raphaël Enthoven, première question, comment on peut d'abord définir la rationalité? Définir la rationalité elle-même? Oui. Écoutez, là pour le coup c'est assez simple, enfin est rationnel une chose à laquelle on peut imposer le filtre de la raison, que l'on peut comprendre de cette manière-là, que l'on peut expliquer intégralement de cette manière-là. Or les phénomènes politiques déjouent bien souvent le système de compréhension. Il y a trois cas de figure. Il y a la question du dirigeant, il y a la question de l'explication, et ce que j'appelle la question de l'explication, et puis il y a la question de l'irrationnel, de l'irrationalité humaine. Pour le dire très vite, la question du dirigeant, c'est l'idée que un politicien est quelqu'un dont que son ambition portera en permanence à suivre ou à épouser le sens du vent, et qui donc en cela, ne prenant jamais de risque, aura un comportement qu'on peut prévoir, et d'une certaine manière rationnel, alors que l'homme d'État, c'est celui qui prendra l'histoire à contre-pied en imposant une décision que la rationalité voudra le dissuader d'adopter. L'un des exemples qu'on peut en donner, c'est Helmut Kohl, par exemple, à qui des tas de gens disaient « vous allez créer 3 millions de chômeurs, 3-4 millions de chômeurs en instaurant la parité des marques », et qu'il l'a fait pourtant. Il l'a fait pourtant parce qu'il y avait un ordre de raison plus grand que l'ordre strictement rationnel des choses. Il faut de temps en temps que l'homme politique s'empare de son destin et gouverne effectivement en transcendant la rationalité. Je crois que c'était Edgar Faure qui disait que c'est pas la girouette qui change, c'est le vent ou quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, un dirigeant politique qui va être une girouette, selon vous, il est rationnel? Absolument. Absolument. Par exemple, le Parti socialiste aujourd'hui en France, qui est, dont le dilemme est qu'ils ont besoin, tant qu'il existe un scrutin majoritaire, ils ont besoin des insoumis pour se faire élire, mais ils ont besoin du bloc central pour devenir ministre. Eh bien, cette conjugaison de déterminations contradictoires déposée sur le Parti socialiste fait qu'ils adoptent une position rationnellement indécise. De temps en temps, ils défendent les insoumis, de temps en temps, ils défendent le bloc central. Quand les élections se rapprochent, ils se rapprochent des insoumis parce qu'ils veulent se faire élire, et ensuite, au nom d'arguments qu'ils feignent d'avoir trouvé, ils s'en éloignent. Ceci peut être rationnel. La rationalité en politique n'est pas forcément l'indice de la grande politique. En l'occurrence, on peut prédire le comportement des socialistes parce qu'ils sont vénaux, tout simplement. Et en cela, ils se conduisent rationnellement. Mais il y a une dimension de la rationalité en politique qui est très importante, c'est la dimension... c'est ce que j'appellerais l'explicationnisme, c'est-à-dire le goût de vouloir tout expliquer au nom de la rationalité. Par exemple, le 7 octobre, il y avait des tas de gens pour expliquer ce qui s'était passé. Or, je ne dis pas que le 7 octobre n'a pas de cause. En revanche, le 7 octobre n'est pas réductible aux causes qu'on peut lui trouver. Et la tentative d'expliquer le 7 octobre, c'était comme la tentative d'expliquer le 11 septembre à l'époque, c'est la même chose, est une façon de dissoudre la gravité du phénomène dans un tissu causal où il perd tout son relief. Et donc il faut se méfier parfois d'une modalité de la rationalité en politique ou de la rationalisation du politique qui consiste, au nom de l'explication, à ne pas être attentif à la gravité exceptionnelle d'un phénomène. Donc ce qui paraît rationnel
pour, on va dire, les personnes qui sont aux commandes ou qui prennent des décisions politiques, peut paraître irrationnel pour le simple citoyen, mais c'est totalement normal. Si on prend un autre exemple, LR qui vote contre la réforme des retraites, alors que c'est dans le programme de Valérie Pécresse en 2022. Par exemple, ce serait parce qu'aujourd'hui, les électeurs de LR sont dans les zones où le RN est fort. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout cela se comprend aisément, s'explique aisément. S'explique aisément. Ce qui est redoutable en politique et en démocratie aujourd'hui, c'est cette modalité de l'irrationalité qui consiste à défendre ou à affirmer puis à défendre quelque chose dont on sait que c'est faux. En octobre, fin octobre 2023, il y a une explosion dans l'hôpital Al-Ali à Gaza. Immédiatement, le Hamas tweet sur le fait qu'il y a 500 morts et que c'est un bombardement israélien. Immédiatement, les insoumis, qui sont les petits télégraphistes du Hamas, reprennent à leur compte cette information. Et 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, on s'aperçoit que c'est pas un missile israélien, c'est une roquette qui vient manifestement de Jenin, ou je ne sais plus, bref, c'est une roquette qui n'est pas tombée sur l'hôpital, mais sur le parking, qui n'a pas fait 500 morts, mais quelques morts, ce qui reste très grave, mais enfin, voilà, bref. Seulement, les gens qui ont dénoncé les soi-disant bombardements israéliens faisant 500 morts dans l'hôpital, les gens qui ont dénoncé ça ont laissé courir leur poste une fois que la chose avait été démentie. Mais alors là, on est sur du rationnel, c'est-à-dire on est à la fois sur du rationnel parce que ce sont des gens qui veulent capitaliser sur les bénéfices qu'ils retirent d'une fake news, mais on est dans l'irrationnel à partir du moment où vous avez quelqu'un qui défend ce qu'il sait faux. Et face à quelqu'un qui défend ce qu'il sait, quelqu'un qui se trompe, une discussion est faite pour lui. Et il pourra avantageusement, à l'occasion d'une discussion, prendre la mesure de son erreur. Quelqu'un qui veut se tromper est imperméable à tout argumentaire. En fait, le plus grave, c'est pas d'être une girouette, mais c'est d'utiliser des fake news de façon volontaire, c'est ça? Le plus grave, c'est la cécité volontaire. C'est la cécité volontaire. C'est le désir de ne croire, de ne voir que ce qu'on croit. Le plus grave est là. Et c'est cela qui, à mon avis, compromet la rationalité en politique, c'est-à-dire compromet toute éthique de la discussion. Parce que, encore une fois, s'il y a un terrain commun entre deux personnes qui sont en désaccord, imaginons que nous sommes certainement sur d'autres sujets en désaccord, nous soyons en désaccord, vous et moi, on serait d'accord pour ne pas l'être. On serait d'accord pour échanger des arguments et entendre les arguments de l'autre, pour essayer de comprendre quelle logique l'a conduit à un autre point de vue que le mien. De ce point de vue, le désaccord est un enrichissement mutuel. Nous ne sommes pas dans la sphère du désaccord avec quelqu'un qui affirme délibérément quelque chose dont il sait que c'est faux. Je me souviens qu'en janvier 2023, il y avait une manif contre la réforme des retraites et les Insoumis qui avaient organisé la manif avaient tweeté en fin de journée « Nous étions 150 000 à Paris contre la réforme des retraites ». Or, le cabinet Occurrence avait établi qu'ils étaient 14 000. Ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, mais donc 10 fois moins nombreux. Mais ce qui était fou, c'était que les gens qui disaient ça ne s'arrêtaient pas du tout au démenti du cabinet. Ça ne les dérangeait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien qu'ils n'étaient pas 150 000, les gens, les militants à qui ils s'adressaient savaient aussi qu'ils n'étaient pas 150 000, mais les uns et les autres communiaient dans le désir que ce soit le cas. Et c'est là qu'on est au cœur de la servitude volontaire. Au cœur de la servitude volontaire et de la polarisation, c'est-à-dire de l'impossibilité du dialogue. Il n'y a plus de terrain commun avec des gens qui fonctionnent comme ça. Ce qui est le propre de tous les partis. Je me rappelle que pendant la dernière campagne électorale, les zémouristes faisaient de l'astroturfing, donc ils avaient des tas de comptes qui faisaient croire qu'on avait les profs avec Zemmour, les pêcheurs avec Zemmour, les agriculteurs avec Zemmour, ils en étaient persuadés, mais au final, ça fait 7%. Je voulais juste revenir à ce que vous disiez en début. C'est autre chose, l'astroturfing. C'est autre chose. Parce que vouloir étendre son influence, c'est une chose. Affirmer quelque chose qui est faux, un fait qui n'est pas, c'est encore une autre démarche. Mais bon. Mais en tout cas, ils étaient au courant que les profs n'étaient pas avec Zemmour. Zemmour. Oui, bien sûr. Mais enfin, ils pouvaient répondre qu'il y avait des profs qui étaient pour Zemmour. Voilà. Si on revient à ce que vous disiez en début d'émission, vous disiez en fait il y a deux types de décisions politiques qui peuvent être rationnelles ou non, mais plutôt rationnelles. On va dire la décision d'homme d'État et la décision en gros de boutiquier.
Est-ce qu'on est capable de quantifier quel pourcentage de décision est boutiquière ou est stratégique? Est-ce qu'au fil du temps, on est de plus en plus boutiquier ou de plus en plus stratégique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La seule quantification dont je dispose, et que je puisse citer d'ailleurs, en cette matière, c'est à l'issue du Prince de Machiavel. C'est l'avant-dernier chapitre du Prince, dans lequel Machiavel explique que le prince, en gros, contrôle la moitié des éléments. L'autre moitié lui échappe complètement. Et c'est là qu'il a cette métaphore qui lui a coûté cher. Il dit la fortune est femme, et donc il faut la battre et la rudoyer souvent pour qu'elle vous obéisse. Quelque chose comme ça. L'idée de Machiavel est tout à fait géniale. C'est-à-dire que l'idée de Machiavel est qu'elle est à la fois stoïcienne et volontariste. Elle est stoïcienne dans la mesure où la liberté du prince consiste à ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de lui. Donc en cela, il est tout à fait stoïcien. Elle est volontariste dans la mesure où le prince serait coupable de ne pas faire tout ce qu'il peut là où son influence est effective. Autrement dit, le prince dispose de la moitié des choses, est responsable de la moitié de ce qui se passe, en somme. Et pour l'autre moitié, ça lui échappe tout à fait. C'est la seule quantité, je crois, qu'on puisse établir ou à laquelle on puisse faire référence en cette matière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reprend aussi les pensées de Marc Aurèle, c'est-à-dire que le dirigeant ne peut pas tout contrôler. En revanche, on remarque qu'il y a énormément de dirigeants, notamment aujourd'hui, qui pensent pouvoir tout contrôler. Justement, ils ne disent pas « je peux contrôler 50 », mais ils disent « je peux contrôler 100 ». Quand on entend quelqu'un comme Donald Trump, en fait, on a l'impression qu'il est omniscient, qu'il peut tout faire. Est-ce que ça, c'est pas une forme, justement, d'hubris et surtout d'irrationalité? C'est une forme d'histrionisme. C'est un hyper-individualisme. Donald Trump ne s'est jamais élevé à la fonction présidentielle. Jamais. Il a rabaissé la fonction présidentielle à lui. Il a fait de la fonction présidentielle l'outil de sa propre gloire, et c'est la raison pour laquelle il confondait les comptes quand il était président. Il n'y avait pas de compte de la présidence, enfin il y avait un compte Donald Trump. C'est quelqu'un qui a réduit la fonction présidentielle. Mais pardon, j'oublie votre question au moment où... Non, mais vous y répondez. Et d'ailleurs, quelle est pour vous la définition d'un histrion? Oui, voilà, l'histrionisme, c'est pour ça, c'est ça que je veux dire. L'histrionisme, si vous voulez, il y a une différence à faire en termes de dirigeants politiques. C'est la différence que fait Foucault, d'ailleurs que propose Foucault au début de ses derniers cours au Collège de France, la volonté de pouvoir, non, la volonté de vérité, le souci du vrai, ah mon Dieu. Ça me reviendra. On n'est pas sur un grand oral de l'ENS. Non, bien sûr, mais c'était pour que les gens puissent s'y référer, tout simplement. Ce sont les derniers cours de Foucault au Collège de France. Et c'est là qu'il établit cette différence entre le véridire et le franc-parler. Le franc-parler, c'est la formule du populiste, c'est la formule du démagogue. C'est la formule de celui qui parle cru, pour parler comme tout le monde, et séduit de cette manière-là, ou parle cru pour parler comme il présume que tout le monde parle. C'est là qu'on entre dans le populisme, justement. Populisme et démagogie, le propre du franc-parler. Le véridire consiste à dire la vérité aux gens, c'est-à-dire à ne pas les flatter. C'est exactement l'inverse. Ce sont deux modalités cousines qui, en réalité, sont antipodiques. Le véridire, c'est Churchill. Le franc-parler, c'est Mélenchon. C'est-à-dire, ce sont deux univers, deux mondes totalement différents. Ce sont deux modalités de la franchise. La franchise affectée de l'histrion, qui n'a jamais cessé d'être un individu et qui continue de vouloir subordonner le sort de l'État à ses désirs d'individu. Jean-Luc Mélenchon rêve de destituer Emmanuel Macron pour être enfin candidat à la présidentielle et avoir une chance de l'emporter. C'est ça son rêve, mais c'est son rêve d'individu. Alors que ce qui caractérise le grand politique, comme Churchill par exemple, ou comme De Gaulle, ou comme d'autres personnes, c'est-à-dire aux antipodes de Trump ou de Mélenchon, c'est qu'ils se dépouillent précisément de leur individualité au profit d'un service plus large. Au profit d'un service plus large. Ils ne sont pas dans l'histrionisme, c'est-à-dire ils ne sont pas dans la réduction de la fonction à l'individu qu'il incarne, mais dans l'extension de l'individu au rôle qu'il a temporairement élu.
Comment on explique le fait qu'il y a dans les démocraties occidentales de plus en plus d'histrions et donc de populisme? Il y a 20 ans, un Trump ou un Mélenchon n'aurait jamais dépassé les 20% ou pris le contrôle d'un parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que la, la démocratie, entre autres pathologies, à mon avis en tout cas, euh, produit une équivalence tout à fait délétère qui consiste à penser que l'égalité des droits est une égalité des compétences. Or, si nous avons des droits égaux, nous n'avons pas de compétences égales. Et s'il faut lutter pour qu'un régime ait des droits égaux, ou soit un système de droits égaux, il est fou de vouloir demander aux gens d'avoir tous les mêmes compétences. Et le sentiment que l'égalité des droits devait donner l'égalité des compétences débouche sur l'illusion d'un citoyen qui, parce qu'il est citoyen, se trouve tout à fait aussi compétent que toute autre personne. Et donc, à partir de là, nous avons des gens qui accèdent aux responsabilités, tout en restant des citoyens arrogants, convaincus de ce qu'ils pensent, et qui à aucun moment ne s'élèvent à la fonction qu'ils incarnent. Et le résultat est absolument tragique. Mais des gens comme ça, il y en a toujours eu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils percent? C'est qu'un tel tropisme est multiplié, augmenté considérablement par la logique des réseaux sociaux. Un réseau social donne à tout individu le sentiment que ce qu'il croit est peut-être vrai. Peut-être vrai si d'autres personnes que lui le disent. Un tel dispositif est infiniment propice à l'individualisme, il est infiniment propice au fait que les hommes politiques demeurent les individus qu'ils doivent cesser d'être quand ils incarnent une fonction. Là, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce qu'un leader politique arrive au pouvoir parce qu'il arrive à bien manipuler les réseaux sociaux, ou est-ce que parce que les réseaux sociaux existent, les leaders populistes ont pu exister aussi? C'est l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule. La question... en fait, on a changé d'époque parce que on a changé d'époque. Pendant longtemps, on disait les réseaux sociaux sont un ferment de liberté en dictature. Le mur de Berlin n'aurait pas tenu une semaine avec Facebook. Et en revanche, en démocratie, les réseaux sociaux pourrissent la démocratie par le mauvais usage de la liberté qu'ils autorisent. C'est-à-dire que ce sont des lieux soi-disant d'ouverture et de débat qui sont en fait des lieux de censure, etc., etc. On a longtemps dit ça. Mais ça, c'était avant que les États eux-mêmes ne mettent la main sur les réseaux sociaux ou ne produisent leurs propres réseaux sociaux, comme TikTok. C'était avant cette bascule, ce point de bascule. De sorte qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux dont on pouvait dire qu'ils étaient un antidote à la tyrannie sont devenus les bras armés de la tyrannie et en démocratie continuent d'avoir un rôle absolument délétère. C'est la raison pour laquelle il faut injecter de la dialectique et du temps long autant que possible à l'intérieur des réseaux sociaux. Ce qui est assez difficile aussi, parce que alors là, on revient peut-être C'est pas fait pour. On revient aussi peut-être à un autre ferment du populisme et puis de l'irrationalité. Qu'en fait, en démocratie, les irrationnels, les histrions gagnent, mais parce qu'ils arrivent à convaincre la population. On a une baisse en Occident, je ne sais pas du QI, mais en tout cas du niveau scolaire, du nombre de mots maîtrisés. Est-ce que ça, c'est pas aussi une des raisons de l'irrationalité en politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que la baisse que vous constatez, dont vous me parlez, entre en concurrence avec le fait que les gens ont aujourd'hui beaucoup plus d'informations qu'ils n'en avaient avant et beaucoup plus de moyens de se cultiver. La démocratisation de la culture est effective aussi grâce à Internet. C'est aussi un des progrès de la chose. Et donc je ne sais pas, je serais partagé. Si vous voulez, je suis réservé sur le sentiment que notre époque serait en moins bon état que la précédente. Je suis réservé sur l'idée que c'était mieux avant. Non, je pense que c'était différent, et encore, c'est une différence pelliculaire. Les gens se sont détestés de la même manière. Salingro s'est suicidé, a été acculé au suicide dans les années 30 par la presse d'extrême droite, dont les méthodes étaient exactement celles qu'on retrouve aujourd'hui en ligne. Les interlocuteurs de Socrate, quand ils veulent le faire taire, notamment Thrasymachus, le font taire à coups d'insultes, en refusant de parler avec lui parce qu'il décrète sa méchanceté. C'est exactement la méthode des réseaux sociaux aujourd'hui.
ce qui arrive avec les réseaux sociaux aujourd'hui est vieux comme l'humanité. La seule chose, c'est que ça a donné les moyens à tout le monde de se conduire de cette façon. Mais c'est vieux comme l'humanité. Les problématiques qui sont mises en jeu par les réseaux sociaux, c'est-à-dire le paradoxe d'un monde ouvert qui culmine dans une fermeture accrue, est un paradoxe proprement démocratique que le réseau social porte à incandescence. Mais ce n'est pas neuf. En tout cas, si on comprend bien, c'est pas si grave d'être irrationnel en politique. Non. C'est pas forcément dangereux pour la démocratie, ça a toujours été le cas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour, on va dire, améliorer le fonctionnement de la démocratie? Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est l'abandon de toute éthique de la discussion. C'est-à-dire, c'est l'abandon de l'élévation de l'opinion au rang d'argument. Ce qui est dangereux pour la démocratie, c'est qu'elle culmine dans des individualités péremptoires qui affirment leur opinion en bombant le torse avant de compter leurs partisans. Voilà. Ce qui est dangereux pour la démocratie, l'involution démocratique qui est à redouter et à laquelle nous assistons, là pour le coup c'est très clair, c'est la dislocation du tissu dialogique, c'est-à-dire de l'espace de confrontation des individus, la parcellisation de cet espace en individualités atomisées et arrogantes à la fois. Ça, c'est le véritable danger démocratique. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on fait progresser l'éthique de la discussion, chaque fois qu'on permet aux gens de discuter, c'est la liberté collective qui avance. Et chaque fois que deux personnes s'insultent au lieu de discuter, c'est la liberté collective qui régresse. Donc le vrai danger en démocratie, c'est cet abandon-là de la rationalité. En revanche, l'irrationalité d'une décision politique, c'est le propre de la grande politique. Le général de Gaulle décide... Comment dire? En fait, la lâcheté a toujours d'excellentes raisons pour elle. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager contre le régime de Vichy, par exemple, a d'excellentes raisons de ne pas le faire. Le courage est moins raisonneur. Le courage ne se donne aucune raison, en réalité. Il ne se donne aucune raison. Il ne réfléchit pas. Eh bien, en cela, il est le propre des hommes d'État. Il y a un moment où le gouvernement de la nation impose, au lieu de réfléchir, de pondérer, de pratiquer l'éthique de responsabilité et de prendre la mesure constamment des conséquences de ses actes, d'introduire une norme nouvelle à la façon d'un grand artiste, en prenant une décision qui prend le contre-pied de l'opinion générale et qui pourtant, in fine, finit par l'emporter. L'abolition de la peine de mort en est le meilleur exemple. En tout cas, c'est frappant cette référence à Vichy, parce que dans les mémoires, je crois, du général de Gaulle, il disait en fait en juin 40, j'ai eu juste des fous qui sont venus me voir. Je crois, j'avais des marins-pêcheurs de l'île de Sein, des gens d'extrême droite en rupture. Voilà. Mais alors, comment on fait justement pour réinstaurer dans la société plus de discussion, plus de dialectique? Si j'avais la recette. Ou en tout cas des pistes, peut-être. Si j'avais la recette. C'est toute la difficulté d'ailleurs de mon journal, Franc-Tireur, ça. Puisque le Graal de Franc-Tireur n'est pas la défense d'une opinion. On a des valeurs, on est républicain. Mais à l'intérieur de la défense de la République, toutes les opinions sont acceptables. Donc le problème de Franc-Tireur, c'est pas ça. Non, le problème de Franc-Tireur, c'est que c'est un journal qui lutte en permanence pour la possibilité du dialogue, c'est-à-dire pour le fait de transformer un combat en débat. C'est-à-dire pour l'introduction du dialogue et de la rationalité, là où on a perdu la tête. Donc c'est l'objet du journal. Le problème, c'est que je le vois bien à chaque numéro, concrètement, chaque semaine. Franc-Tireur envoie des coups de boule. C'est-à-dire que nous luttons pour le débat, mais nous sommes confrontés à des gens qui veulent si peu débattre que nous sommes constamment en situation de nous battre. Et ça, c'est une tension propre au journal qui en dit long, je crois, sur l'époque, qui est très symptomatique de l'époque. La nostalgie qu'on peut avoir de l'éthique de la discussion débouche malheureusement bien souvent sur du combat. Oui, vous vous présentez à Franc-Tireur un peu comme le cercle de la raison. Non, on n'a jamais employé cette expression. En tout cas, ça revient souvent. Oui, ce sont nos détracteurs qui l'emploient à notre sujet. Ce n'est pas le cercle de la raison. Ce n'est pas le cercle de la raison. Ce n'est pas la propriété du cercle de la raison. C'est juste que c'est considéré que la rationalité est la meilleure façon de vivre en démocratie.
considérer que la discussion est le meilleur gage de liberté collective. C'est aussi simple que ça, c'est pas plus ambitieux que ça. Dans un monde qui, lui, tente à se polariser dans la mesure où il confère à chaque individu le sentiment qu'il a le droit de penser que ce qu'il dit est la vérité absolue. Quand vous avez lancé Franc-Tireur, est-ce que vous aviez le sentiment que ce serait aussi difficile de dialoguer avec des gens qui ne pensent pas comme vous, ou ça vous a surpris? Oui, en fait, on s'y attendait, parce que quand vous défendez une logique de dialogue, de discussion, ou l'éthique de la discussion, vous ne faites pas d'idéologie. C'est pas comme si vous défendiez une doctrine. Mais de fait, il est des doctrines que vous excluez, inévitablement. C'est-à-dire le populisme, la démagogie, la falsification des paroles n'a pas sa place dans un espace comme celui-là. Donc, de facto, on s'est retrouvé très vite confronté au Rassemblement national et à la France insoumise. De fait, inévitablement. Et pas tant par idéologie que par méthodologie. C'est ça que je veux dire. Le problème n'est pas le contenu des croyances. Le problème, c'est la mauvaise foi qui est mise en œuvre. Et c'est là-dessus qu'on les a attaqués. Le temps tourne, on a encore peut-être 2 minutes pour une dernière question, très ouverte. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur l'avenir de la démocratie en Occident? Ah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je lutte pied à pied. Comment dire, je refuse de subordonner mon bonheur à un truc qui ne dépend pas de moi, donc d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. Donc je ne suis ni optimiste ni pessimiste. En revanche, je suis actif. Je suis actif, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire, en l'occurrence sur la place publique, c'est-à-dire j'essaye autant que possible de créer les conditions du temps long et du dialogue entre les individus. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? J'en doute. En revanche, je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Voilà, je ne vois aucune raison de ne pas me battre. Le fait que le combat en lui-même soit sans issue et sans victoire ne me dissuade pas de le mener. Bien, merci beaucoup, ce sera Merci le mot à de la vous. fin. Merci d'être venu à Temps Long, Avec l'émission de Décideur Magazine sur Be Smart for Change. Merci.